Avec la sortie récente de Majora's Mask sur 3DS, il est temps pour moi de ressortir une théorie déjà bien connue de la fanbase Zelda. Pour ceux qui viennent d'acquérir le jeu il y a peu de temps et qui ne l'ont toujours pas terminé, je tiens à vous informer que cette vidéo sera riche, très riche en spoil. Rien ne sert de démentir sur le fait que Majora's Mask est l'opus le plus sombre et le plus sinistre de la franchise. L'ambiance générale du titre étant focalisée sur des émotions négatives, ainsi que sur la mort elle-même. Tout d'abord, les masques permettant à Link de se transformer sont obtenus grâce à leur représentant défunt. Le masque Goron est obtenu après que le spectre de Darmanie soit apaisé, et le masque Zora une fois que Miko trouve le repos éternel. Pour celui de la peste Mojo, il s'agit nul doute du fils du majordome qui a trouvé la mort bien avant notre périple. De plus, Taya trouve que l'on ressemble à la pousse morte au début du jeu et, au générique de fin, nous voyons justement le majordome agenouillé devant cette dernière. Nous obtenons ces trois masques en jouant le chant de l'apaisement, qui est également une métaphore du repos en paix. Il y a aussi l'hymne du vide, permettant de créer des statues à l'effigie de chacune de nos transformations. Rien que l'apparence de ces statues font froid dans le dos, elles sont vides d'émotion et leur regard est angoissant. Le plus intriguant avec ce chant, c'est que Link peut créer une statue à l'effigie de sa forme hylienne, alors qu'il ne peut pas le faire pour les masques qui ne proviennent pas de héros morts de peuples différents. De plus, on remarque que la statue Goron ainsi que celle du Zora représentent Miko et Darmanie. Enfin, rien que le nom du monde dans lequel nous nous trouvons est très intriguant. Termina, un nom évoquant la fin. Et si Link était mort dans Majora's Mask ? Une psychologue du nom d'Elizabeth Kubler-Ross énonça en 1969 le schéma de la mort annoncée ou du deuil, caractérisé par 5 étapes bien précises. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Simple coïncidence ou non, le déroulement de Majora's Mask semble refléter ce schéma dans l'ordre. Chaque région du jeu tourne donc autour de ces fameux stades, à commencer par Bourg-Clocher, symbole du déni. La population de la ville semble assez calme compte tenu de l'apocalypse qui arrive. Elle s'apprête d'ailleurs à fêter le carnaval du temps comme si de rien n'était. Chacun y vit sa vie comme au quotidien, baignant dans l'insouciance la plus totale. Certains personnages, comme le maître d'armes qui pense d'ailleurs pouvoir nous défendre face à la lune, ou Muto, voulant poursuivre le chantier du carnaval jusqu'à le fêter seul le dernier soir, pensent que cette histoire de fin du monde n'est rien d'autre qu'un canular. Vient ensuite l'étape de la colère, représentée par la région des Marais du Sud. Au Marais se trouve le palais Mojo où son roi règne sur la région. Cependant, suite aux événements récents, le marais est empoisonné et la princesse Mojo a disparu. Le roi Mojo s'en prend donc directement à un singe, qui plus est ami de sa fille, l'accusant de l'avoir enlevé et de l'avoir enfermé dans le temple. Sous le ton de la colère, le roi Mojo n'a que faire des paroles de Link. Rien ne peut calmer ce roi totalement enragé d'avoir perdu sa fille, si ce n'est que de la lui ramener. Toujours dans la continuité du schéma Kubler-Ross vient l'étape du marchandage, représentée par la région du Pic des Neiges. Dans notre aventure, nous viendrons à rencontrer Darmanie, grand héros Goron, ou plutôt son spectre. En effet, nous le découvrirons à l'intérieur de son tombeau. Ce dernier, grande idole du peuple Goron, voulut combattre la malédiction du temple mais mourut au combat. A votre avis, quelle a été la première réaction du fantôme de Darmanie lorsqu'il vit Link ? Du marchandage, c'est exact. Au lieu d'accepter sa mort, il demanda à Link de le ramener à la vie pour sauver son village en négociant pour obtenir un peu plus de temps. La quatrième étape du schéma est la dépression, symbolisée par la région de la Grande Baie. Nous y découvrirons Miko, petite amie de Lulu qui était partie récupérer les œufs de cette dernière chez les Gerudo en vain, échoués sur la plage. Nous assistons donc à ces derniers instants. De plus, en allant à la rencontre de Lulu, nous nous retrouvons en face d'une atmosphère particulièrement froide et triste. Elle regarde avec tristesse l'horizon, déprimant et s'inquiétant pour ses œufs. La dernière région que nous parcourons dans Majora's Mask n'est rien d'autre que le canyon Ikana, symbole de l'acceptation de la mort annoncée. Il faut tout d'abord noter qu'ici la mort est la plus présente. La vallée est envahie par des jets d'eau et des effrois. On y trouve carrément un cimetière. Le grand maître Garo se suicide à l'aide d'une bombe lorsqu'on le bat, et plus encore. D'ailleurs, Diaz est un spectre qui revendique le fait d'être mort, allant jusqu'à lancer sa malédiction sur nous tout en disant que nous allons rejoindre son rang, qui n'est rien d'autre que celui des défunts. D'autre part, la forteresse de pierre peut également aller dans le sens de l'acceptation de la mort.
Au sommet du donjon, nous y trouverons les flèches de lumière. Il s'agirait donc là d'une métaphore symbolique de la lumière et des cieux. Et puis, Majora's Mask est un jeu particulièrement oppressant, ayant un rapport important avec le temps, et tournant autour d'un cycle de 3 jours, recommençant encore et encore. À la fin du 3e jour, si Link échoue dans sa quête d'arrêter les plans de Skull Kid, il meurt violemment sur la destruction du monde par la lune, pour enfin renaître à nouveau au 1er jour, comme une sorte de purgatoire. D'ailleurs, le marchand de masques, personnage le plus intriguant de la licence Zelda pour ma part, commencera au tout début de l'aventure et continuera par la suite à chacune de nos morts in-game à prononcer une phrase emblématique de Majora's Mask. « Tu es confronté à une terrible destinée, n'est-ce pas ?» Cette phrase prend d'autant plus sens à nos théories dans sa version anglaise, Fate signifiant aussi la mort, ou même la fin. Mais il y a une chose qui cloche derrière cette théorie. Si Link est réellement mort dans Majora's Mask, comment expliquer la présence de l'esprit du héros dans Twilight Princess, clairement indiqué comme étant le héros du temps? On pourrait alors penser que Link est bel et bien mort, mais que son esprit, qui serait donc celui du Link adulte d'Ocarina of Time se retrouvant dans un corps enfant, donc celui du Link de Majora's Mask, ne l'est pas, d'où le nom d'esprit du héros. Ou alors, d'un autre côté, on pourrait imaginer que Link n'est pas mort, mais en train de rêver suite à sa chute d'Epona. Mais alors, comment expliquer les 5 étapes du deuil? C'est très simple. Rappelez-vous de la fin d'Ocarina of Time. Link et Navi sont renvoyés dans le temps par Zelda après avoir défait Ganondorf. Navi, ayant terminé son travail avec Link, s'envole et disparaît en le remerciant pour les moments qu'elle a passés à ses côtés. C'est un peu le genre de choses que l'on dit lorsque l'on s'apprête à quitter le monde, non? Navi la Fée serait alors morte, ayant accompli sa tâche sur Hyrule. D'ailleurs, que font les fées lorsqu'elles aident notre héros dans l'aventure? Oui, elles disparaissent. Link serait alors, à travers son rêve, en train de vivre le deuil de sa chère amie, expliquant ainsi les visages communs à Ocarina of Time puisque, lorsqu'on rêve, on rêve de choses dont nous avons connaissance dans le monde réel. Toute cette théorie semble tenir la route, pas vrai? Cela impliquerait donc que Termina est un monde imaginaire, hein? Oui, mais non. Les autres jeux de la franchise Zelda nous prouvent à multiples reprises que Hyrule et les mondes parallèles sont perméables, c'est-à-dire qu'on peut plus ou moins librement voyager de l'un à l'autre, comme dans le monde des ténèbres de Link to the Past et Between Worlds, ou encore le monde du crépuscule dans Twilight Princess, tout comme le temps qui peut être assez facilement manipulé. En bref, Zelda est une série qui a un espace-temps très souple. Alors quand on voit Link tomber dans un précipice dans les bois perdus, endroit typique où, dans Ocarina of Time, si Link se perd, il ne meurt pas ni se transforme, mais se retrouve téléporté ailleurs, notamment à l'entrée des bois. On ne peut donc s'empêcher de penser à un trou de verre ou tout bêtement à Alice au pays des merveilles. Ensuite, le vendeur de masques et Skull Kid voyagent librement par eux-mêmes de Hyrule à Termina et vice versa. Puis d'ailleurs, que voit-on dans la maison de Link dans A Link Between Worlds? Le masque, ou bien une copie de celui-ci. Or, s'il n'existait que dans le délire hallucinatoire de Link ou dans l'au-delà, on aurait du mal à expliquer comment ce design se retrouverait dans un autre univers. Termina n'est rien d'autre qu'un monde parallèle. Ressortons donc notre bon vieux Hyrule Historia, les preuves officielles en valent la peine, je vous assure. Il finit par se perdre dans une bien étrange forêt qui permet un accès vers un monde parallèle, Termina. Agitation à Termina, le monde parallèle. C'est un monde parallèle étrange dans lequel vivent des gens au physique relativement proche de ceux des habitants d'Hyrule. De plus, le vendeur de masques affirme clairement au début du jeu qu'il possède la foire du masque à Hyrule et qu'il voyage beaucoup, notamment pour nous suivre jusqu'à Termina tel un psychopathe. Un autre aspect qui casse la théorie d'un rêve est le fait que Link est confronté à de la technologie qu'il n'a jamais vue auparavant. Un clocher, des horloges, un observatoire et même un télescope. Certes, tout cela paraît crédible pour nous, mais qu'un enfant ayant passé le début de sa vie dans le village des Kokiri arrive à imaginer cela dans son imaginaire paraît très clairement improbable. Je pense que nous venons de résoudre cette théorie mystérieuse. Si vous êtes partisan d'une mort de Link ou de son ami, faites-le moi part dans les commentaires. Vous pouvez également nous y proposer plus de faits et d'idées à propos de cette théorie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Enfin, c'est à chaque fois un peu la même rengaine, mais c'est pas grand chose et ça me fait toujours très plaisir. Bye bye. Ah, au fait. Ah oui, c'est encore moi ça. Vous devez sûrement avoir remarqué, si vous me suivez habituellement, que le format et le contenu de cette vidéo diffèrent de d'habitude.
C'est normal, je compte dorénavant traiter les théories les plus populaires des jeux vidéo Nintendo et enfin les résoudre au complet ou en partie. J'ai alors décidé de commencer par l'une des plus intenses qu'il soit. Si vous en avez une ou plusieurs, n'hésitez pas à m'en faire part, je les exploiterai le plus possible. Encore merci à vous!